dynamisme-là, cette ambition-là, c'est l'expérience de Guyenne qui va naître. À l'hiver 46, un groupe de jeunes gens qui sont au chantier école du lac Granet, okay, vont tous les soirs, après le chapelet, hein, bien sûr, tenir des réunions d'études pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour véritablement se donner une colonie où on va accéder à la prospérité. Et ils vont inventer, ces jeunes hommes, un modèle de colonie coopérative. C'est des rêveurs, OK? Mais ils bûchent toute la journée, là. Et quand même, il y a des penseurs en arrière d'eux autres. Ah, bien entendu. Ils ont du matériel pour soutenir leur réflexion. Ce matériel-là, il est produit en partie par l'école de la Pocatière et en partie par les animateurs de la Fédération qui sont soutenus par Joe Laliberté, par Émile Couture et par Esdras Mainville, qui est vraiment l'éminence grise. Ils se connaissent tous, ce monde-là. Tout ce monde-là est en réseau, on dirait aujourd'hui. Okay. Et donc, par un tour de passe-passe dont lui seul avait le secret, Émile Couture, pendant que ces jeunes hommes inventent la colonie coopérative, réussit à soutirer du gouvernement du Québec l'octroi d'un bloc de l'eau où il va pouvoir conduire ce qui s'appelle, dès lors, l'expérience de Guyenne. Essentiellement, c'est un effort pour concilier le modèle inventé par ces jeunes hommes et les leçons qu'en tiré Mainville de l'expérience de Grande-Vallée. Grande-Vallée. Et là, on va obtenir, dans le canton de Guyenne, hein, vous savez que Guyenne est une province au sud de Bordeaux, dans l'ancien régime, parce qu'en Abitibi, les cantons sont nommés du nom des provinces et des officiers du régiment de Carignan. Alors, Guyenne est située entre Languedoc et Berry. Okay? Là, on est dans le nord. On est dans le nord. On est à 35 km, 40 km dans la forêt, sur un chemin perpendiculaire à la route qui relie Amos à La Sarre. Et avec une bande de recrues de l'Association catholique des jeunes agriculteurs, hein, on fait une mission exploratoire dans le canton de Guyenne. Et les jeunes hommes regardent de quoi ça a l'air. Et sous l'égide de Couture, de Laliberté et d'Odilon Boutin. Boutin est toujours dans le décor. Oui, parce que c'est vraiment c'est un meneur d'hommes, là. On va commencer à tirer les plans sur la colonie. Alors, grosso modo, ce qu'ils réussissent à obtenir, c'est 150 lots, au lieu d'être... regroupés, là. Oui, dans un bloc. Dans un seul bloc. Il y a de la place dans le projet pour 60 établissements. Donc, il y a plus de lots qu'il y a de colons. Et, essentiellement, la forêt tirée de ce bloc de l'eau-là, c'est la rente, c'est la ressource sur laquelle ils vont prendre appui pour capitaliser leur installation. Et là, ils vont entreprendre, à l'été 47, la construction de la colonie de Guyenne. Alors, évidemment, en appliquant les règles de base qui ont été élaborées à Roquemaure, travail en équipe, session d'études. C'est des studieux, là. Incroyable. Il y a des réunions d'études. Tous les soirs, absolument. Ça dure 1 heure et demie. Et après une journée d'ouvrage, quand c'est quelque chose. Ah, c'est un courage incroyable. Absolument. Ouais. Et la colonie, donc, va développer une formule qu'on appellera la formule de Guyenne, qui repose sur l'utilisation d'un patrimoine collectif pour l'établissement individuel. On ambitionne de créer des fermes modernes, viables, en utilisant ce qui n'est pas à la disposition des autres colonies, justement, la ressource forestière, qui est la base d'accumulation, vraiment.
Et on va donc compléter cette ressource collective-là par un autre instrument qui est celui de l'épargne obligatoire. Ouais. L'épargne obligatoire, aujourd'hui, je pense que ce serait même incompatible avec la charte. Les colons s'engagent pour 10 ans à verser 50% de leur salaire à la coopérative pour financer les établissements individuels. Ça demande une conscience sociale incroyable. Et une discipline budgétaire effrayante, même un peu trop exigeante, ce qui leur créera des problèmes par la suite. Et évidemment, ça va permettre ça de construire des maisons de bonne qualité. Alors, la qualité du bâti dans le paysage des colonies est spectaculaire. Ouais, ça absolument, va ça tranche. On passait là 25 ans plus tard et c'était encore évident qu'il y avait là un embryon de prospérité qu'on ne voyait pas ailleurs. Alors, l'expérience de Guyenne, donc, c'est essentiellement une entreprise de construction de proche en proche d'une économie locale contrôlée par le peuple. Okay. Alors, le bloc de l'eau, qui va permettre l'établissement de la colonie, ben, c'est l'équivalent que va demander la Fédération des chantiers coopératifs en demandant une concession. Okay? Une concession forestière pour être capable d'avoir un patrimoine, une base d'accumulation qui va financer une économie canadienne-française plutôt que prolétarienne, dominée par les grandes... Les capitaux anglais. Absolument. Ça, là, c'est le point tournant. Quand l'État de la province de Québec va refuser d'octroyer à la Fédération des chantiers coopératifs le statut de concessionnaire, ça tue le potentiel émancipatoire de l'initiative parce que ça condamne les chantiers coopératifs à rester captifs d'une sous-traitance, évidemment, qui va leur être fatale. Très rapidement, et quand on suit les mouvements de personnel, les faits, on constate qu'il y a une bonne concertation et les compagnies vont pratiquer une bonne vieille tactique que le monde syndical connaît, c'est-à-dire qu'ils vont recruter les contremaîtres des chantiers coopératifs pour en faire des contremaîtres de la compagnie, en leur offrant des avantages, évidemment, des meilleurs salaires, des conditions et le prestige d'avoir la bénédiction du boss. Alors, les chantiers coopératifs vont connaître un destin très difficile parce que beaucoup de ces chantiers-là vont être complètement démantelés, la cohésion va être brisée et vont, tant bien que mal, essayer de se débrouiller. Un certain nombre d'entre eux vont réussir, ils vont former le noyau des coopératives forestières qui existent encore aujourd'hui. Mais leur lieu de naissance, c'est Roquemaure. Leur modèle inspirant, leur idéal, a été fabriqué à Guyenne pour l'essentiel et par les penseurs de... Ils n'ont plus la même vision maintenant, c'est plus le service aux membres. Oui, évidemment, à partir du moment où l'État leur a cassé les reins, ils ont dû se redéployer dans l'espace qu'il leur restait et donc sont devenus des entrepreneurs forestiers dans un marché dominé par des forestières qui les utilisaient comme sous-traitants au même titre et en concurrence avec les jobbers. Alors donc là, vraiment, si cette décision-là n'avait pas été prise, on peut imaginer que ça changeait le destin de toutes les régions du Québec, puisque le contrôle de la ressource forestière
aurait pu être sous la tutelle des institutions locales et de la population locale. Et évidemment, Mainville en avait fait la théorie. Dans une série d'articles, il décrit comment on peut faire pour construire une économie canadienne-française sur toute la chaîne de valorisation du bois et de l'exploitation forestière, de l'aménagement jusqu'à la papetière. Parce que font ces bûcherons? Ils savent bien que la forêt ne peut pas être exploitée selon les critères du productivisme et rasée tout le temps. Donc, dans le modèle de Guyenne, l'idée de base est la suivante. À chaque colonie, sa forêt patrimoniale. Et il faut que cette forêt-là soit suffisamment grande et exploitée avec assez d'intelligence pour n'en prélever que ce que la nature en donne. C'est visionnaire, hein? Absolument. On est là, on est dans les années, la fin des années 40, début des années 50. Vision moderne. Ce que les écolos redécouvrent aujourd'hui était véritablement, avec les connaissances du bord de l'époque, mais était déjà là, au cœur du modèle. On ne concevait pas le développement des colonies sans un accès à la forêt comme base collective de richesse. Et ça aurait été possible puisque la forêt est une ressource publique. Elle appartient à tous les Québécois. Mais c'était un instrument de corruption incroyable que l'octroi des concessions forestières. On sait que la caisse électorale était alimentée par ces malversations. Ce qu'on sait moins, c'est que non seulement c'était de la corruption, mais c'était une aliénation incroyable du domaine public. On découvre que le gouvernement du Québec a octroyé aux concessionnaires forestiers le privilège de mettre la concession en garantie hypothécaire. Alors, des compagnies qui possèdent des véritables domaines, des milliers d'hectares en Abitibi, que la compagnie exploite uniquement à 50 %, mais qu'elle hypothèque sur le potentiel de 100 %. Donc le bois, là, on ne l'aura pas juste donné, là. On a payé pour qu'ils le prennent. C'est inouï. La colonie de Guyenne va donc, dans les années 50, connaître un essor. Malgré ce renoncement de la part de l'État, mais qui va évidemment la rattraper. Parce que, dans les années 50, la réserve forestière suffit pour l'établissement. Mais l'agriculture évolue très rapidement. Et la colonie va se trouver aux prises avec un dilemme terrible. Ouais. C'est qu'il faut moderniser et les besoins en capitaux pour construire les bâtiments, pour augmenter les troupeaux, pour arriver à ce qu'on appelle à l'époque, à l'UCC, une ferme familiale rentable, viable, le bloc forestier ne fournit pas suffisamment d'intérêt. Donc, les coopérateurs vont être pris dans un dilemme épouvantable. Est-ce qu'ils vont manger le bloc restant pour financer l'établissement ou rater le train de la modernisation? Ça va s'accompagner d'un deuxième dilemme. Ça marche bien, l'exploitation coopérative de la forêt. À Guyenne, on s'est donné un moulin à scie. Ah oui, je viens d'arriver à ça. On s'est donné un moulin à scie. Et là, il va y avoir une polarisation dans les préférences. Au départ, le projet, c'est de s'établir en agriculture. Mais parmi le noyau de coopérateurs, il y en a qui vont se découvrir plutôt une préférence pour le métier de forestier, le bûcheron professionnel ou celui qui va travailler à la scierie et qui n'a pas ou plus d'intérêt pour le travail de la terre. Alors là, la contrainte sur le modèle qui demande de plus en plus de capitaux et d'autre part,
l'éclatement ou l'apparition d'une tension entre les Ouais, pôles forestiers et agricoles vont déterminer la dynamique de la paroisse. Okay? Donc, par ailleurs, la croissance continue. Il y a on a bâti des écoles, on a un magasin coopératif, on a une caisse populaire. Tout ça est en boucle, soutenu par le dynamisme collectif. Guyenne est une véritable ruche pendant ces années-là. Il y a des assemblées dans chaque rang, toutes les semaines. Les colons d'un même rang se réunissent et ils étudient. Ils étudient le brevet d'agrandissement du moulin à scie, ils étudient les besoins de capitalisation en agriculture, la taille des granges, le type de troupeau, tous les sujets y passent. Et il y a une plénière au village, à période assez régulière, généralement à peu près une fois par mois. On est au milieu des années 60, tous les signaux passent au rouge. Pourquoi? Parce que là, pour aller chercher du capital, pour soutenir le développement des fermes, là, ils sont tout bûchés, pris par la contrainte. Et là, commence la série de revendications pour obtenir quoi? Une forêt domaniale. Hein? D'obtenir une forêt patrimoniale qui permettrait de générer les intérêts pour financer à la fois l'établissement de ceux qui veulent rester en agriculture et le développement de ceux qui veulent rester dans l'exploitation forestière. Développer la filière forestière, aller assez loin. Là. Exactement. Aller assez loin, là. Oui. Et alors là, ça demande aussi beaucoup de capitaux et ça demande un type d'organisation différent, mais dans les deux cas, ça prend l'accès à la forêt. Tu as le verrou qui ont mis, là. Absolument. Le refus obstiné du ministère de la colonisation et ensuite des terres et forêts et du gouvernement du Québec et bien sûr l'étau dans lequel tiennent les forestières toute l'exploitation de la forêt va devenir étouffant, véritablement étouffant. Alors toute la dynamique de la colonie va donc être engloutie à ce moment-là dans un travail incessant de quête, de requête, pour essayer d'obtenir ce que, obstinément, on leur refuse et dont ils ont un besoin essentiel. Les grandes opérations de planification du développement local et régional se déploient. ARDA au fédéral, BAEQ au PDQ ensuite, au Québec. Il se passe quoi? On établit comme diagnostic que les colonies sont mal en point et, à juste titre, on constate qu'il y a des inégalités inouïes. L'écart de salaire entre les paroisses de colonies et les villes et les mineurs est de 300 % en Abitibi. C'est épouvantable. Les colons insistent pour dire, écoutez, c'est normal qu'on étouffe, vous nous avez privés de ce qui nous permettrait de nous développer. Oui. Alors, ils revendiquent. L'accès à la forêt publique. Oui. Alors, Guyenne a fait des dizaines de mémoires. Le nombre de voyages à Québec se sont fait traiter comme des moins que rien. Et l'État, là, va lancer une grande entreprise de diagnostic sur ces colonies-là. Oui. Ce sera, à ce moment-là, le grand délire de l'aménagement technocratique. La solution, ce sera de fermer les villages. Une fermeture, hein? Alors, évidemment, c'est une façon assez simple et simpliste, évidemment, de ne pas poser des questions. Et on va lancer, donc, un avis de décès sur 40 villages en Abitibi. Là. Ça, c'est pas juste en Gaspésie. Non, pas du tout. Pas du tout. Un peu partout. Alors, en Abitibi ou Témiscamingue. Et on va donc proposer aux colons d'oublier tout ça,
et puis d'aller se faire voir dans les pôles de croissance. À l'époque, le concept est mis de l'avant par le gouvernement fédéral beaucoup au travers d'une série de rapports, dont le célèbre rapport Higgins-Martin-Reynaud. Alors évidemment, qui était l'idée de ramener tout le monde dans des centres pour à la fois avoir une offre de main-d'œuvre et un bassin de consommateurs. Une économie d'échelle et tout le blabla. Absolument. Guyenne va jouer un rôle important dans le mouvement de résistance qui va s'organiser. Évidemment, ces gens-là qui ont trimé comme des bêtes pour essayer de se faire un chez-soi où ils allaient trouver à réaliser une ambition tout à fait légitime de mener une vie décente avec des moyens décents. Et va naître, sous l'impulsion des coopératives forestières, le mouvement des paroisses marginales. Alors là, il va y avoir, ça va durer 7-8 ans, là, un mouvement très intense pour trouver une riposte à ce rapport. Là. En Abitibi, il y en a eu dans chaque région. En Abitibi, c'est un rapport qui fait frémir encore de colère les colons quand on prononce le nom de la firme de consultant qui l'a fait. C'est le rapport Côté du Vieux-Art. On les reverra d'ailleurs cette même firme-là à Mirabel. Comme quoi... ils ont de la suite des idées, là. Oui, absolument. D'intérêt aussi. Oui. On va retrouver les militants de Guyenne dans le mouvement des paroisses marginales. Ils vont occuper des rôles importants. Un homme en particulier va être un leader fort, là, François Labonté, soutenu par les frères Guy, soutenu par Jean-Claude Lapointe. Enfin, il y aura un noyau là, de gens dont on n'a malheureusement pas suffisamment honoré la mémoire. Et on va enclencher encore un mouvement d'études. Alors, dans les paroisses vouées à la fermeture ou condamnées, il va y avoir des séances d'études, de réflexion collective. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut s'organiser? Comment on pourrait se développer? Et toujours, bien entendu, la question de la base d'accumulation revient. Le verrou est toujours là. Ce qu'on veut, c'est l'accès à la forêt. On veut l'accès à la forêt. Et après tout, c'est pas insensé. C'est une ressource publique. Et c'est une ressource publique mal exploitée par des papetières, des forestières qui refusent obstinément de faire de cette exploitation-là une exploitation décente. On le verra des années plus tard. Ils ont saccagé la forêt et ils ont tiré une rente dont il n'y a pas resté grand-chose dans les régions. Donc, le mouvement des paroisses marginales va être beaucoup animé par des gens à Guyenne et ailleurs et va revendiquer que non seulement le gouvernement du Québec renonce à son brevet de fermeture, mais qu'il leur accorde un accès à la forêt. À l'époque, les plus vieux s'en souviendront, là, il y a des barricades un peu partout et Jean Cournoyer se promène en hélicoptère pour essayer d'éteindre, désamorcer les crises un peu partout parce que ça va mal, parce que les gens refusent d'accepter. Mais pendant ce temps-là, la misère gagne et les gens s'épuisent. Et ils sont confrontés à un chantage, c'est du genre, partez maintenant ou vous allez perdre ce qui vous reste. Alors, Guyenne va, en moins de 3 ans, perdre 50% de sa population. La colonie est rendue autour de 680 personnes à peu près. Comme ça a été fait à l'époque, ailleurs dans les autres régions aussi. En Abitibi, on n'a pas brûlé les maisons, mais on les a déménagées. Non seulement c'est la moitié de la population qui part, mais c'est la moitié du parc immobilier qui s'en va aussi. Là, la colonie est en lambeaux, véritablement. Les gens sont dans une anxiété bien compréhensible. Mais ces diables d'hommes et de femmes-là ne lâchent pas le morceau. Ils veulent rester là. Ils veulent assurer la pérennité de leur communauté. Et là commence la bataille des services. Évidemment, après avoir... Ben oui, alors ils vont partir une école autogérée.
qu'ils vont financer eux-mêmes pour éviter à leurs enfants de passer plus de temps dans l'autobus que dans les salles de classe, ce qui est le cas. Alors, ils vont s'épuiser là aussi. Ensuite, c'est leur magasin coopératif qui rentre en difficulté. C'est leur caisse populaire. Bien sûr, là, bon, il y a moins de sociétaires, il y a moins d'argent. Alors, tout s'en va à volo. À la fin des années 70, début des années 80, là, c'est le désespoir total. Mais ils ne sont pas du genre à se décourager. Et ils vont donc, début des années 80, après avoir essayé là, toute la panoplie des programmes Perspectives Jeunesse, création d'emplois temporaires, là, faire des pistes de ski de fond dans les marécages, ils ont tout essayé pour au moins grappiller quelques éléments qui leur permettaient de résister. Ils sont dans la logique de la résistance. Ils ne peuvent plus porter la riposte. La crise forestière va s'accentuer dans ces années-là et le gouvernement Lévesque, dans la foulée du plan Bérubé, qui est un plan de modernisation des papetières parce qu'elles avaient été tellement médiocres et elles avaient si peu investi qu'elles étaient en train de complètement perdre leur position dans le marché mondial, va mettre beaucoup d'argent pour favoriser le programme de modernisation. Guyenne va saisir une occasion. Le programme de reboisement, pour essayer de remettre un peu les choses en état, qui est dans la foulée de l'entreprise de modernisation, et évidemment aussi qui est une des façons de chercher à refaire un régime forestier qui va donner de l'emploi localement, parce que la jeunesse est encore très, très présente dans tous les milieux ruraux. Et le taux de chômage est très élevé, on n'absorbe pas cette jeunesse. Alors, évidemment, les emplois temporaires que peut procurer le programme de reboisement sont accueillis et favorisés autant par les fonctionnaires que par les politiciens et par l'ensemble de la population. Quand tu crèves de faim, les miettes, même si tu sais que c'est des miettes, tu les prends. Guyenne va faire une proposition qui est de créer un complexe de serres pour produire des plants pour le reboisement. À cette époque, le gouvernement du Québec veut véritablement lancer une grande opération de production et de plantation de 300 millions de plants par année. Les théories des ingénieurs forestiers de l'époque en étaient assez entichées. Et Guyenne va donc, encore une fois, faire confiance à la formule coopérative et créer les serres coopératives de Guyenne pour produire des plans de reboisement. Alors, le syndicat coopératif de Guyenne, qui lui avait continué d'exister dans l'exploitation forestière et qui avait connu sa part de déboires lui aussi dans ces mêmes années-là, mais qui avait survécu comme opérateur forestier, comme sous-traitant pour les compagnies, va également mettre ses ressources financières et mettre l'épaule à la roue. Et on va donc faire naître un complexe de serres pour produire des plants. Ce que les diables de coopérateurs vont avoir l'ambition plus grande que la petite écuelle qu'on leur tend, et ils ne souhaiteront pas seulement avoir des jobs d'employés séricoles temporaires, ils vont ambitionner de développer une véritable filière industrielle du reboisement. Donc, de professionnaliser le travail, d'organiser la chaîne au complet et de compléter le travail de production de plants par le travail d'aménagement forestier que pourrait prendre à la charge le syndicat. Et donc, encore une fois, l'ambition, c'est de remettre le plus possible de maillons de la chaîne ensemble sous le contrôle local. Alors, ça va connaître ça aussi, un premier essor, et les serres vont bien. Et le village reprend confiance et retrouve des moyens qu'il n'avait pas depuis déjà quelques années.
La crise forestière continue. Le Parti québécois qui a lancé le programme de modernisation ne parvient pas à se décider à changer le régime forestier, à abolir les fameuses concessions. Il est craintif et partagé entre une élite d'affaires régionale qui serait très heureuse d'être sous-traitante et qui n'ambitionne pas de prendre vraiment le contrôle de la ressource publique. Les problèmes continuent un peu partout au Québec, en Abitibi comme ailleurs. Et finalement, les péquistes sont chassés du pouvoir. Et c'est le Parti libéral qui va redéfinir le régime forestier. Ce régime-là ne sera pas, évidemment, dans la continuité des modèles qu'avaient pensé les groupes populaires, on s'entend. Alors, ce sera le régime des CAF, des contrats d'aménagement et d'approvisionnement forestier, qui va s'instaurer et qui va garantir, au fond, à une classe d'affaires régionale, particulièrement dans le sillage, qui va lui garantir des volumes d'approvisionnement qui vont faire naître, pendant un temps, des entreprises sous contrôle québécois, des entreprises familiales dans beaucoup de cas, des PME, dans le sillage, qui vont connaître une prospérité réelle. Mais évidemment, le modèle des CAF va avoir comme principal défaut de bloquer l'entrée dans la forêt. Pourquoi? Parce qu'on va octroyer les ressources disponibles. C'est aberrant, mais c'est comme ça. Alors, le système est bloqué, encore une fois, avec une solution qui va temporairement donner un peu d'oxygène, mais qui va mettre rapidement les entreprises de sillage en particulier en concurrence, parce que comme les ressources sont toutes allouées, la seule manière pour une entreprise de grossir, c'est d'acheter la voisine, d'acheter le concurrent. Et pendant ce temps-là, des développements technologiques s'accélèrent et on peut utiliser les copeaux pour maintenant faire de la pâte à papier. C'est deux forces convergentes qui vont favoriser l'intégration verticale. Alors, les fortunes canadiennes, françaises, québécoises qu'on dit à ce moment-là, qui se sont constituées dans l'industrie du sillage, vont rapidement être avalées par les papetières. Pourquoi? Parce que les papetières vont vouloir mettre la main sur un intrant, sur une matière d'approvisionnement, c'est-à-dire les copeaux et les résidus, qui peuvent leur servir dans le procédé de fabrication. Ce mouvement d'intégration verticale va avoir comme conséquence de raffermir l'emprise des papetières. Paradoxalement. Absolument. Et le modèle va donc placer assez rapidement les entreprises séricoles coopératives à la merci de ces entreprises intégrées-là qui sont responsables aussi de l'aménagement forestier. Alors là, cette emprise réduit singulièrement la marge de manœuvre et la capacité concurrentielle des coopératives régionales et locales. Et l'étape d'après, ce sera la délocalisation, c'est-à-dire la mise en concurrence d'une région à l'autre, des exploitants, autant en matière d'aménagement qu'en matière de production de plants. En faisant ça, bien sûr, on consolide l'industrie et on l'intègre encore plus. Le nombre de scieries indépendantes va diminuer et le gouvernement va réduire la production annuelle de plants parce que aussitôt que les compagnies papetières en deviennent responsables, on va trouver des vertus extraordinaires à la régénération naturelle. Alors, on va passer de 300 à 200 à 100 millions de plants en disant la nature va faire le reste. Alors, nos bons amis de voilà. Guyane commencent à faire ça à nouveau. Absolument.
Absolument. Alors, donc, ils vont devoir, autant du côté forestier que du côté séricole, faire face encore à la même logique. Et les serres vont donc être confrontés à des difficultés de plus en plus grandes parce que le ministère refuse obstinément de consacrer des enveloppes régionales et donc de donner des conditions de stabilité et de pérennité aux entreprises pour privilégier la mise en concurrence, mais une mise en concurrence complètement absurde parce que c'est une concurrence sur des ressources publiques alimentées par les fonds publics. Aberrant, mais c'est le modèle du développement productiviste. Et elles vont donc, les serres, devoir se lancer dans des entreprises de diversification. Elles vont passer par des épisodes de production de tomates, de production de fleurs, et dans chacun de ces cas, vont être confrontés à divers problèmes de nature strictement de marché. L'accès au marché, ils sont loin des marchés. Les conditions d'accès à la distribution sont difficiles donc la production va être difficile également. Au total, ils vont réussir malgré tout, après des difficultés considérables, un plan de relance là, pour éviter la faillite, en particulier, qui aura nécessité une grande mobilisation. Et au total, vont réussir à surnager, mais ne réussiront pas à contribuer avec d'autres à faire aboutir un modèle d'exploitation et d'aménagement de la forêt qui donnerait préséance au développement local et régional. Le reste, bien entendu, va survenir dans un épisode qui va être très médiatisé et qui aura un grand impact public. C'est l'Erreur Boréale, c'est Desjardins qui fait son film et qui va déclencher la nouvelle dramatisation d'une crise, au fond, qui se perpétue depuis 30 ans, à ce moment-là. Alors, Guyenne va, au travers de ça, rester enfermée à nouveau dans une logique de résistance et de subsistance. En fait, le verrou qu'on a mis, il continue à s'appliquer. Absolument, absolument. Absolument. Qui est l'accès à la ressource qui est publique. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est ça. La crise forestière, en dépit de la mouture, il a fallu 3 tentatives pour y arriver, du nouveau régime forestier, le Québec a perdu la moitié des usines et 15 000 emplois forestiers. C'est immense comme saignée, là. Okay? Pourquoi? Pour consacrer l'emprise des nouveaux lumber barons sur l'industrie forestière et nous leur concédons une ressource publique avec laquelle ils font du chantage à l'emploi, pour l'essentiel. Alors que, évidemment, les villages continuent de dépérir parce que, et j'en ai pas parlé tantôt, mais la résistance qu'ont opposé les paroisses marginales aux fermetures, ça a été une victoire à la Pérus. En ce sens qu'ils ont gagné la fermeture. On n'a pas fermé. L'État a simplement changé de stratégie. On a décidé de les laisser mourir. La fermeture tranquille des villages qu'on appelait. Absolument, absolument. Et ça continue de se détériorer. Ouais. Nous y sommes maintenant. Avec un effarement que les élites locales commencent à réaliser, là, parce que ce ne sont plus les petits villages seulement qui ferment, là. Ce sont les petites villes qui sont... Les fameux centres vont consolider. Oui, les pôles de croissance. Les pôles de croissance. Les pôles de croissance sont sérieusement... attaqués, là. Oui, absolument. Alors, Guyenne continue d'exister. Sa coopérative continue d'exister. Les serres continuent d'exister. Mais avec, bien entendu, des horizons beaucoup plus resserrés et avec une lassitude, je crois, ce n'est pas exagéré de le dire,
et c'est tout à fait compréhensible que ce soit observable, avec une lassitude réelle. Pourquoi? Essentiellement parce que l'État leur a fait faux bond et parce qu'ils n'ont pas pu trouver une coalition de forces, et particulièrement du côté du monde syndical, pour transformer le mouvement de résistance des paroisses marginales en véritable effort de riposte pour implanter un modèle de développement régional et local qui aurait pu donner une plus grande place aux intérêts populaires. C'est un échec, c'est clair. C'est un échec. Et tout le potentiel a été littéralement gaspillé, essentiellement pour des raisons d'ordre politique. Il y avait des problèmes dans leur modèle, c'est clair, mais ce n'était pas une voie de sanctification, ce n'était pas un modèle parfait. Tous les modèles ont des limites, c'est sûr, mais dans ce cas-ci, on ne peut rien conclure de sérieux sur cet immense effort d'émancipation populaire en s'imaginant que ne pas considérer le fait qu'on leur avait attaché les deux mains dans le dos et mis un boulet au pied qu'ils ne sachent pas nager. Décline. Oui. Qu'est-ce que Guyenne peut nous apprendre pour essayer de reprendre ça en main? Bon, ce que Guyenne nous apprend d'abord, c'est la grande vérité qu'avait énoncée Esdras Mainville dès les années 30. Mainville disait « La forêt, c'est la grande ressource de coordination et de stabilisation des économies régionales. » En refusant de territorialiser et d'implanter une gestion patrimoniale de la forêt, on a prononcé un verdict de mort lente sur les économies régionales. Et c'est encore le cas. Résolu contrôle 80% de la forêt du lac Saint-Jean. Alors, la politique forestière du Québec, c'est la politique de Résolu. C'est pas celle dont nous avons besoin. Le choix de Nathalie Normando, qui était ministre à l'époque, a été essentiellement de consolider avec les moyens publics les stratégies d'affaires des papetières existantes, pour l'essentiel. Alors ça, d'abord, c'est la grande leçon. La forêt, si nous ne la remettons pas au fondement du modèle de développement régional et local, on va recommencer le même cycle infernal. Peut-être pire même, puisque maintenant, le régime forestier Normando a délocalisé l'approvisionnement. Okay? Ce qui est une aberration à tous égards, ne serait-ce que sur le plan environnemental. Maintenant, on brûle du gaz pour prendre des arbres dans une région pour les faire transformer dans une autre région. Cette délocalisation de la ressource, il faut y mettre fin. Il faut s'organiser pour que la transformation s'effectue au plus proche des lieux d'exploitation et que la richesse qu'elle produit serve à créer des boucles, des circuits économiques locaux. Ça, il faut réoccuper le territoire. Absolument. Ça, c'est l'autre volet, c'est l'autre aspect. Guyenne l'a montré et c'est très dur à accepter pour les gens qui se sont décarcassés comme des héros de l'ombre dans une tâche impossible. C'est que sans l'intervention de l'État pour soutenir le peuplement, toute cette énergie-là est trop limitée pour donner des fruits. Guyenne aurait pu ambitionner d'avoir 1000 habitants, mais ce n'était pas avec les moyens locaux qu'ils étaient capables de mobiliser que c'était faisable. Une politique d'occupation du territoire est essentielle. L'État a failli une deuxième fois
a failli sur la gestion de la ressource et a failli sur le modèle de peuplement et d'occupation du territoire. Et les élites locales et régionales, pendant au moins 3 décennies, ont fait semblant de ne pas voir, ont détourné le regard, sachant pourtant que ces paroisses-là, que ces collectivités-là, que ces villages-là mouraient. À quelques occasions, il y a eu des signaux d'alarme qui ont été lancés. Le Conseil des affaires sociales et de la famille, par exemple, avait produit un rapport célèbre, un Québec cassé en deux. Il y a eu à la Fédération québécoise des municipalités des colloques. On a maintenant au ministère un indice qui mesure la dévitalisation. On constate tout ça. Et comme si ces constats n'étaient pas suffisamment accablants, le gouvernement Couillard a achevé de fragiliser ce qui restait de stable dans ces régions-là en abolissant les instances, les CRI, mais surtout les CLD et les instances de développement local. Alors, il y a une grande précarité qui est le résultat net de décisions politiques, de choix de l'État. Et maintenant, nous sommes confrontés à reconsidérer et à refaire un modèle qui va nous permettre de trouver des solutions et surtout de nous trouver la force de les imposer pour lever ces verrous-là, l'accès aux ressources naturelles et la démission devant le peuplement. C'est des défis considérables que nous sommes capables de relever collectivement, mais que nous ne pourrons pas et nous ne devrons pas laisser reposer sur les seules épaules des collectivités de ces villages-là. L'expérience de Guyane a montré que même les plus vaillants d'entre eux ne réussissent pas à mobiliser les moyens suffisants. Alors de faire le discours romantique du développement local, on va donner la responsabilité, puis l'autonomie, c'est de la rhétorique de démission. C'est des alibis démissionnaires, en fait, parce que ce n'est pas vrai que le fardeau peut reposer sur les seules épaules de ces villages-là, de ces collectivités-là, dont plusieurs sont tout franchement éreintés et qui nous posent à tous un défi collectif de dignité. On l'a vu à l'occasion là, de ce spectacle désolant de la morgue et du cynisme snobinard des technocrates de Desjardins qui méprisaient ces petits vieux qui ne veulent pas perdre leur caisse populaire, okay, et à qui on va reprocher de ne pas être suffisamment lettrés en technologie pour jouer avec les guichets automatiques. Une telle arrogance à l'égard de ces gens-là qui ont fondé des caisses populaires dans les sous-sols paroissiales. La caisse populaire de Roquemaure a été fondée avec un premier dépôt, 10 cents. Ils se sont mis toute la paroisse pour ramasser 10 cents. Okay? C'est de là qu'on vient. Alors, ces villages-là, maintenant, sont dans une spirale de dévitalisation. Alors, ce serait odieux de remettre sur leurs seules épaules le devoir de sortir du pétrin. Okay? Alors, ça prend une politique. Et ça va demander véritablement autant d'imagination que de courage, parce que là, maintenant, évidemment, l'omelette est faite, les œufs sont cassés. Il faut qu'on fasse d'autres choses. Alors, il va falloir trouver des initiatives, et il y en a. Il y a des gens sur le territoire qui tiennent à leur coin de pays, qui tiennent à contrôler leur développement et qui sont à la recherche actuellement de formules pour se donner ces moyens-là. Mais ce que nous savons maintenant de tous ces efforts que je vais essayer de documenter, c'est qu'ils n'y arriveront pas seuls. Et ça, c'est l'État. C'est l'État, et c'est donc un grand débat de société que ça va nous poser, parce que c'est pas vrai que c'est seulement les préoccupations des grands centres qui vont régner. Et on le sait maintenant,
il y a, chez les élites urbaines en particulier, une suffisance certaine à lever le nez sur ces collectivités-là qui ne payent pas de mine. Alors là, les Québécois vont devoir se raccorder sérieusement, non seulement avec leur histoire, mais avec leur avenir, parce que si ces collectivités meurent, si ces territoires sont déshabités et dépeuplés, ils ne seront pas pour autant à l'abri de la convoitise. Et on le sait maintenant, le grand capital s'intéresse furieusement à cette ressource extraordinaire qui s'appelle le sol. Et on sait que l'agriculture de grands capitaux a déjà commencé à reluquer les territoires que ces populations-là, seules, ne sont plus capables de mettre en valeur. Alors donc, il y a un choix de société, et le choix de société devant lequel nous allons nous trouver, ça va être celui de faire valoir nos intérêts ou de nous coucher en avant des forces mondialisées. Et ça, c'est le débat et c'est le combat de la génération qui vient. Merci beaucoup, Robert, de cet exposé-là caractérisé par une grande clarté, puis qui nous montre aussi un aspect trop méconnu de notre histoire. J'espère simplement que nos contemporains sauront tirer les leçons de ça pour bâtir le Québec de demain. Enfin, il y a une leçon d'histoire ici qui, je pense, est très importante. Donc, merci beaucoup. Je pense encore qu'on est capable. Oui, oui. On est quelque chose comme un grand peuple. Merci, Robert. Merci.